C'est un petit peu à chacun d'avoir son point de vue sur l'adaptation qu'on doit avoir peut-être au numérique. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensons-nous? Qui veut prendre la parole? Le numérique aujourd'hui, de toute façon, est devenu incontournable. Le fait est qu'il aide énormément à bien des choses et la revue en elle-même bénéficie aujourd'hui donc de ces techniques nouvelles, mais ne l'effacera jamais. La technique d'aujourd'hui et la communication qui est plus, parfois pas vraiment communication, mais prise de tête, n'empêchera jamais les créateurs et les gens qui sont donc complètement branchés sur leurs auteurs de se donner à fond pour arriver à faire et créer une revue, un livre, le faire tenir malgré donc l'informatique. L'un en parallèle à l'autre, l'un complémentaire de l'autre. Ils sont devenus indispensables l'un par rapport à l'autre, mais on n'effacera jamais les papiers. C'est ce que je ressens. Alors aussi, l'aspect moyen numérique permet aussi de faire des recherches plus facilement. Par exemple, quand on publie des inédits, un petit peu quelle est la démarche au niveau de cette mémoire qui est offerte et toute cette facilité de recherche. C'est le problème. Je ne sais pas si on doit opposer les anciens aux modernes. Je pense que la numérisation doit compléter en fait ça. Moi, je ne peux pas imaginer qu'on puisse remplacer ça. J'ai besoin de ça, de cet objet littéraire. Mais effectivement, quand je travaille, que je fais des recherches, si je dois, j'ai des gens qui m'écrivent en me demandant, je voudrais récupérer le bulletin numéro, je ne sais pas combien, je leur envoie ces bulletins parce que j'en ai toujours en plus, mais ce qui permettrait effectivement plus facilement à des jeunes chercheurs, à des jeunes étudiants, d'avoir accès à nos associations, d'avoir accès à nos documents, ce serait d'avoir une version quand même numérique de ces choses-là. La BNF numérise pas mal de fonds. Gallica est une mine de renseignements et c'est pas si difficile que ça finalement d'obtenir la numérisation des cahiers par la BNF. On est en cours, nous, dans notre association, et ça nous permettra effectivement d'ouvrir le champ des possibles en fait. Il y aura toujours des gens qui vont vouloir avoir cet objet entre les mains en tant qu'objet plus qu'en tant que moyen de recherche. Mais si on veut toucher les jeunes aujourd'hui, on est obligé d'en passer par ce volet numérique. Enfin, il me semble qu'il faudrait avoir les deux, en fait. C'est-à-dire qu'on peut parler d'une facilité pour faire circuler le savoir et l'information. Est-ce que vous, en tant que numéro 1 d'une revue, qu'en pensez-vous? Alors, comme archiviste aussi, je vais vous dire qu'évidemment, le papier, c'est quand même ma matière préférée. Et puis, il subsiste dans les archives, on a tout cela évidemment. Mais quand même, la revue, c'est aussi, sa fonction, c'est aussi de constituer un réseau aussi. Ça va permettre d'étendre. Et c'est vrai que étendre les connaissances par Internet, par ce système d'information tellement extraordinaire, je pense que c'est aussi, ça a son utilité, même si cette revue, j'avais lu récemment qu'on peut considérer une revue papier comme étant de la haute couture de la revue littéraire. Et ça me plaisait beaucoup parce que c'est bien choisi, je trouve. En France, on a quand même aussi une qualité de toutes ces revues, enfin on le voit aujourd'hui, enfin de ces 3 jours, là, un peu partout. Mais ça va permettre sur Internet, enfin, moi on est d'accord de faire une revue papier annuelle, et puis l'année suivante, quand le numéro 2 sera sorti en papier, on envisage de mettre le numéro 1, etc., sur Internet, pour justement permettre aussi peut-être plus la connaissance des autres, enfin de ceux qui ne vont pas avoir l'accès à la revue. C'est un dilemme aussi entre nous de cela, mais pour la recherche, c'est tellement facile à partir d'un mot d'accéder à une
ce réseau de personnes et d'idées aussi que ça va permettre. Donc peut-être, Myriam, vous pouvez un petit peu appuyer sur le fait de cette communication, de donner une place aux chercheurs, un lieu d'expression, parce qu'on sait que pour un chercheur, c'est très important de faire des contributions. Oui, mais ce que je vais dire va vous consterner. J'ose espérer que je ne suis pas la plus âgée de ce groupe, mais je le suis sans doute la plus réactionnaire, la plus conservatrice et la moins finalement attirée par le tout numérique. Non, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Bien sûr, il faudra qu'on en parle nous-mêmes dans l'association de Claire, de la numérisation, des numéros de revue. Mais quand même, alors, inutile de vous dire que pour moi, on est dans de la bibliophilie aussi, voilà, c'est l'amour du livre, hein, bon, c'est important. Je veux dire qu'on le veuille ou non, on fait œuvre d'un certain militantisme, nous tous, en travaillant dans des conditions très artisanales. Et j'ai envie de dire que moi, maintenant, je revendique cet artisanat, aussi paradoxal que ça puisse paraître dans la période dans laquelle nous sommes. Alors, je ne dis pas du tout que cela s'oppose aux numérisation et mise en ligne, mais je dis simplement qu'il faut aussi mériter les choses. C'est pas un drame d'aller à la Bibliothèque nationale pour pouvoir consulter des revues. Voilà, j'avoue que j'ai une vision, pour moi, je me dis, on est de l'archive vivante. On travaille à la construction d'archives vivantes. La question de les mettre à disposition, c'est une question importante, mais le plus important, c'est ce qu'on a déjà fait. C'est-à-dire qu'elles soient disponibles, ces archives. Après, accessibles en un clic ou en quelques stations de métro, voire de train, évidemment, quand on habite en province, je comprends que la question se pose. Mais l'essentiel, c'est ce travail qu'on fait d'anticiper la création. Voilà, la mémoire de nos... Voilà, l'archive. On fabrique de l'archive. Et en même temps, je voulais dire ça avec un peu les moyens de numérisation permettent de sauvegarder aussi. Avec le temps, on sait particulièrement que le manuscrit est fragile, qu'avoir contact directement avec des manuscrits, avec des écritures, c'est quelque chose d'extrêmement précieux, d'aller directement à la source, hein, et d'avoir heureusement des moyens numériques pour qu'on puisse quelque part les avoir par correspondance. Hein, mais c'est évident que le livre, le toucher, cette revue, c'est un objet, une collection. Effectivement, la bibliophilie fait partie des amateurs de l'objet livre en tant que tel, qui permet d'en parler, qui permet d'échanger. Et revenons un petit peu à cet échange, monnayer l'objet livre. Il y a une question. Ah oui. C'était pas une question, moi c'était un peu appuyer ce que vous disait Myriam. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je me présente, je suis Emmanuel Buteau, président des Amis de Jean Prévost et rédacteur en chef d'Aujourd'hui Jean Prévost, et ça fait presque 20 ans que je fais cette revue qui arrive au numéro 19. Excusez-moi. Et je considère qu'aujourd'hui on vit dans une société de flux. Moi je veux bien que la numérisation c'est bien, mais on est sur internet, un coup de téléphone, un courriel, et moi je balance tout parce que je me considère un petit peu comme Roland, comme personne ressource, parce que ça fait 20 ans, presque 25 ans que je travaille sur Jean Prévost, j'ai accumulé plus de 1000 articles et je publie beaucoup de choses, et à un moment, et bien sûr ses œuvres d'écrivain, puisqu'il a écrit quand même 30 livres en 20 ans, et que ce n'est que du flux, c'est-à-dire que bon, la numérisation comme outil, bien sûr, éventuellement, mais rien ne remplace le papier, ça je suis bien d'accord avec ça, mais le flux, voilà, moi j'imagine, sans être complotiste ou quoi que ce soit, mais catastrophiste, demain il n'y a plus Internet. On a encore le papier, on peut travailler, et il y a quand même ce genre de choses, et puis la relation avec le papier, elle est sensuelle, hein. On touche le papier, on est quand même sur quelque chose de non périssable, parce que bon, aujourd'hui avec les techniques de conservation, on fait un dépôt légal à la BNF, donc c'est quand même pas pour rien non plus. Donc le flux, moi je veux bien, mais ça reste anecdotique, j'allais dire, dans la vie d'une revue.
Et puis, aujourd'hui, comme je suis aussi fabricant de la revue, entre guillemets, on a les PDF. Si un chercheur veut quelque chose, il nous appelle, on lui envoie la revue en PDF, ça ne coûte rien à l'autre bout du monde, moi je l'ai déjà fait. Bon, moi je crois que faut pas non plus se focaliser sur le tout numérique, surtout sur le tout internet, en se disant ouais, on va favoriser un accès à de jeunes chercheurs ou choses comme ça. Normalement, je pense que leur cursus les forme aussi à la recherche et donc aller chercher des sources. Donc il ne faut pas. Alors bon, le grand public, je crois que faut pas non plus trop y compter. Moi je suis payé ou pas payé pour le livre avec Jean Prévost. Bon, on fait des efforts, on nourrit quand même des choses, mais bon, voilà, ça reste quand même, c'est pas Guillaume Musso, hein, donc voilà, ou Marc Lévy. Donc il ne faut pas non plus rêver à une best-sellerisation des titres, donc bon, il faut l'accepter, et puis faire œuvre d'humilité, de chercheur, d'artisan, ça m'a beaucoup plu, parce que moi je me retrouve complètement dans cette définition d'artisan qui se met au service des autres, et puis même de bénévole, tout simplement, artisan bénévole. Voilà, donc il y a plein. Et puis l'association, c'est un moyen juridique pour exister, et puis le papier, moi je lui déclare toute ma flamme et je ne veux pas demain. Parce qu'il risquerait de brûler. Fahrenheit, oui, 451, je veux bien, ça va brûler, mais bon, il y aura toujours des endroits où ça ne brûlera pas. Non, bien sûr que non, mais c'est tout de même le fait de taper par l'ordinateur, ça nous simplifie beaucoup la vie. Oui, on mais n'en c'est est qu'un plus outil. à Ça, c'est correction qu'un 1, corrige, je recopie à la main, correction, comme on peut voir quand on est face à un manuscrit, où là on se rend compte vraiment du travail de la plume. Et ça, Et là, ça va peut-être disparaître. justement, Ça va voilà, disparaître, la critique c'est en génétique. soi quelque chose de très important de se rendre compte que l'écriture, le temps qu'on passe, Et les correspondances. et quand on voit des manuscrits, on se rend compte, tiens, celui-là il est extrêmement raturé, donc c'est la première version. Ah, celui-là est de plus en plus propre. Juste quelques crayonnades au rouge ou en bleu. Ah, et là on est à la version finale. Et ça, malheureusement, on ne le verra pas. On ne verra pas la jeunesse de l'œuvre, la sueur, je dirais, de l'écrivain, de l'artisanat de la plume, savoir tailler sa plume, pouvoir écrire avec, le petit pâté, l'énervement. Et ça, c'est le côté vivant de l'écriture. Oui, s'il vous plaît. Vous parliez des jeunes chercheurs, j'aimerais bien les voir. Parce que en ce qui concerne l'association et l'auteur dont je m'occupe, qui est Rémi Courmont, nous sommes devant une problématique de survie, c'est-à-dire que les sommaires sont garnis des mêmes noms depuis un certain nombre d'années. Oui. Il y a un épuisement, sinon des ressources, du moins des forces vives, Oui. et la jeune génération de chercheurs se désintéresse sinon de la fin de siècle, ou du moins de la littérature en général, et on est dans une logique en fait c'est un cercle non pas vertueux mais qui tourne sur lui-même. C'est le serpent de Valérie qui se mord la queue, où on est en train de s'étouffer nous-mêmes par un manque d'apport de l'extérieur. Alors pour revenir à votre problématique de conservation ou de visibilité sur Internet, il est évidemment indéniable que l'outil Internet nous a changé notre vie de chercheur, parce que mener les recherches que nous menons aujourd'hui dans les conditions de confort de notre canapé et de notre Wi-Fi ne sont pas du tout les mêmes que celles que nous menions jadis à Richelieu il y a 15 ans, où on avait les yeux rougis par les manuscrits et les comment ça s'appelle cette horreur là, les microfilms. Les microfilms. Bon. Nous sommes traumatisés. Nous sommes traumatisés et mon opticien se félicite de ce traumatisme, mais c'est autre chose. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a aussi la notion de surcharge des serveurs. D'un point de vue très technique, nos fichiers PDF sont magnifiques, je n'en dis combien pas, mais ils sont un peu lourds. Et chaque année, si nous surchargeons nos serveurs, nous rentrons dans une économie un peu complexe de surcharge et de saturation de réseau. Et ce que disait monsieur de Jean Prévost tout à l'heure est très juste, c'est qu'un jour, il y a une panne de courant générale. On est bien embêté, sauf ceux qui sont malins, qui ont un peu de lumière du jour et leurs exemplaires papier, qui peuvent continuer de lire. Bref. Donc il y a ces paramètres techniques à prendre en compte. Peut-être, alors Madame d'Alexandra David-Nel a une très bonne idée en fait de mettre à disposition l'année qui suit le numéro précédent, mais il faut peut-être créer un peu plus de demande et d'envie en ne donnant pas aussitôt, si vite, accès à votre production, peut-être. C'est un paramètre que vous devez prendre en compte. Et ce que dit M. Jean Prévost aussi est très juste, dans le sens où s'il y a des jeunes chercheurs, et j'aimerais toujours les voir, ils peuvent, leur formation les invite, comme vous le mentionnez,
trouver accès à vos coordonnées, vous sollicitez pour tel numéro ou tel article paru il y a X années. Et c'est en ce sens que notre action se légitimise, si vous voulez, et prend sens aussi dans le sens de passeur, ce que Mme Boucharac expliquait, de passeur de mémoire, de faiseur d'archives. Et je pense que pour l'instant, il faut nous en tenir là et essayer surtout de trouver, en ce qui me concerne, des gens qui veulent bien travailler ou écrire sur vous. Voilà, je vais arrêter là. Alors c'est très intéressant ce que vous dites parce qu'on peut revenir sur le rôle des revues. Parce qu'on sait qu'historiquement, au 19e siècle, on est payé à la ligne. Oui. C'est là qu'on crée la Société des gens de lettres pour les gens qui sont en feuilleton et qui après produisent le livre. On peut se dire qu'à un moment donné, une fois qu'on va donner quand même un rôle un peu professionnel à celui qui veut écrire, on peut se dire, est-ce qu'il faut tenter un petit peu de se rendre compte qu'il faut rémunérer un auteur qui aura même une contribution. L'ouverture justement des recherches à chaque auteur, revenir à une attitude d'étude de lettres, de remettre en bonne place la littérature. Moi, je verrais très clairement qu'on affiche un manuscrit ou qu'il y ait des grands panneaux publicitaires avec des écritures où le public se rend compte directement de l'image d'un manuscrit, par exemple. Et ça nous met dans ce rôle que la revue a, un rôle peut-être aussi qu'on peut avoir comme homme de lettres ou femme de lettres, où on écrit, on a une action d'écriture qui est professionnelle quelque part, qui a droit à valorisation, à rémunération. On sait pertinemment que depuis l'époque de Verlaine, lui, il était payé 10 francs, par exemple, le numéro des hommes d'aujourd'hui, payé à la ligne, hein, bien content d'être payé 11 sous la ligne quand il écrit le grand poème Mas qui fait 100 divers. Mais ensuite, que se passe-t-il au niveau de valoriser cette fonction d'homme de lettres et de femme de lettres? Ben, on arrive au XXe siècle où tout à coup, l'art devient quelque part quelque chose qui doit toujours être bénévole et gratuit. Dans beaucoup de revues, c'est comme ça. Alors, comment penser autrement? Parce que justement, on est un petit peu en décalage par rapport au roman, où là, le romancier a le droit d'être rémunéré, mais pas forcément celui qui enverra un petit article dans une revue. Vous voyez, ça, c'est tout le problème aussi quelque part, où on peut remettre en valeur justement cette attitude d'écrire, d'être dans la littérature. Qu'en pensent mes collègues? Question. Eh oui, parce que là on se retrouve devant le financement de notre financement. J'irais plus loin que ça, enfin, ce que vous dites est quand même inquiétant. C'est-à-dire que, non mais c'est vrai, pourquoi est-ce que aujourd'hui nos jeunes gens ne s'intéressent pas à tout ça? Ou alors comment ils s'intéressent, enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait pour attirer quelques jeunes qui sont là? Comment est-ce qu'on fait pour que ces jeunes gens s'intéressent à tout ce patrimoine, patrimoine littéraire, ouais, tout voilà, ce qui est littéraire. Oui. Réponse à cela, que fait le système d'éducation nationale? C'est ça. Et non seulement en France, mais dans beaucoup d'autres pays, notamment en mien, la Grande-Bretagne, où le niveau d'éducation littéraire, historique, etc., est descendu en 2 ou 3 décennies d'une façon absolument drastique. Oui. Si nous avons appris à lire et à apprécier nos auteurs, ça a commencé à l'école, à l'âge de 6, 7, 8 ans, 9 ans. Et on choisit déjà ces auteurs de prédilection. Et puis on modifie un peu cette liste jusqu'à la 3e, la 1re peut-être, de mon temps. Aujourd'hui, qu'en est-il? Qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis des systèmes d'éducation nationale pour justement remettre ce goût de la lecture, ce goût de l'écriture dans nos populations? Pour rebondir un peu sur ce que dit concernant toujours cette question de flux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est toujours sur quelque chose, comme il y a une dépréciation des sciences humaines qui ne rapporte rien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est quand même dans une civilisation, dans une société où la seule valeur reconnue, c'est l'argent, c'est de paraître, donc ça demande du temps, c'est le service de l'inutile d'une certaine manière, la littérature, l'écriture, c'est du temps, c'est du silence, donc de la concentration. Et aujourd'hui, les jeunes chercheurs, enfin pas les jeunes chercheurs, mais les jeunes d'une manière générale, je ne suis pas enseignant, la capacité de concentration, c'est le temps d'une vidéo sur je ne sais quelle application, donc il n'y a pas d'effort dans la durée, donc la concentration, toute chose, j'allais dire, moi je suis
c'est mieux que ça, je pense, mais j'ai l'impression d'être un dinosaure et d'avoir vécu une époque, je ne sais pas si elle est bénie, enfin pour moi elle l'est parce que j'y trouve mon plaisir et ma joie, mais qu'est-ce et comment attirer? Mais c'est pas, j'allais dire, passez-moi le mot, en se prostituant, en disant regardez, vous voyez, il y a telle chose et telle chose, ça ne les intéresse pas. Donc c'est ça parce que, ben oui, non, mais le goût, comment on n'a pas donné le goût Comment on depuis fait pour les 2 ou 3 intéresser? décennies? Non, il faut faire attention parce que Ah, bah, si. quand on était à une certaine époque, on n'avait que le livre comme divertissement intellectuel. Or, de nos jours, malheureusement, on est dans une situation de société de l'image. Depuis que le cinéma a été inventé à partir de 1896, vous avez eu une autre manière intellectuelle et visuelle d'occuper le cerveau. Moi, je dirais que on est dans un monde d'écriture malgré tout, parce que les petits messages que vous devez envoyer, c'est toujours de l'écriture. Dans quelle orthographe et dans quel style? Oui, mais là, c'est autre chose. Parce que quand on est à une époque où il y C'est du avait phonétique, hein. il y avait 25% de gens qui savaient lire et écrire, on est dans une autre proportion de gens qui pouvaient accéder à la lecture au livre. De nos jours, on peut accéder tous à l'écriture, au livre, mais seulement les centres il y a une multitude justement de dispersion, L'offre est très étendue. comment dire, de la joie du cerveau de travailler quelque part, si je peux l'exprimer comme ça. Par contre, ce qui est intéressant au niveau scolaire, c'est que l'école est toujours, c'est le lieu où on apprend à lire et écrire. Avec aussi une multitude de populations qui ont des difficultés ou pas. Mais on sait aussi, là c'était justement une chose très intéressante, d'où vient d'abord notre culture première. Bien c'est l'imitation autour de soi, de la famille, qui transmet sa bibliothèque, qui transmet un bouquin, qui permet de lire. Et c'est là où on se retrouve justement dans le livre. Quelle est la place du livre aujourd'hui, au niveau de la famille, au niveau de la société, au niveau de l'école? Parce que moi je suis dans l'enseignement et on réintroduit en collège et en école le quart d'heure de lecture tous les jours, ou en collège au moins une fois par semaine. Et la lecture maintenant c'est quoi? C'est des BD, c'est des mangas, c'est des petits bouquins comme Harry Potter sans images. Il y a toujours de l'image. Pas forcément, parce que vous lisez Harry Potter, vous n'avez pas d'image chez Harry Potter. Et là on s'est rendu compte que ça a intéressé des créados de 11 ans qui se jettent sur Harry Potter et c'est des pavés. Excusez-moi, mais nous, en tant que, comme disait monsieur, la question de la succession, moi je sais que je serai peut-être le dernier président de l'association des Amis de Jean Prévost. J'ai consacré un certain nombre d'années de ma vie, mais il n'y a personne derrière, et je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un. Et il est bien là le souci. Donc on arrive à faire, par exemple, Roland, tu connais bien François et tout, François Ouellet, on arrive à avoir des passerelles, bon, et c'est quand même étonnant qu'un Québécois s'occupe de Pierre Bost. En France, il n'y a personne qui s'occupe de Pierre Bost. Oui, non, mais c'est quand même Heureusement qu'il est là. Pardon? Heureusement qu'il est là, le Québécois. Donc, Après, l'avantage, c'est que justement, on a le monde. Alors, autrefois, on avait juste notre petite ville. Il faut On le a le savoir. monde, donc on peut piocher des gens à droite à gauche. Que la culture française, c'est un rayonnement international. C'est pour ça que nous, on est très important d'être vitrine quelque part. On se rend compte aussi qu'à la Fédération nationale des maisons d'écrivains et de patrimoine, on a une multitude de diversité au niveau du rôle qu'on a, au niveau d'être simplement ami d'auteur, ou d'avoir un lieu qui permet aussi de rendre vivant la mémoire de cet auteur. Et je dirais qu'il faut faire attention parce qu'on peut renaître de ses cendres aussi. On peut disparaître et avoir 20 ans après, vous avez un petit jeune qui se présente, une petite jeune qui dit moi je veux remonter l'association de la Libérée en 1989 par exemple. C'est pour ça que je dirais qu'il ne faut jamais perdre l'espoir, qu'au contraire, la mémoire que nous, on engrange, on est vivant, mais quelque part, on va donner un héritage, on a un héritage, et il faut au contraire continuer à écrire et retrouver des inédits. Je dirais que moi je pense qu'au contraire, on n'est pas près d'être mort, vous voyez? Voilà. Oui, on peut avoir des Il y a aussi un autre point, oui, j'ai oublié de préciser que je m'appelle Nicolas Duman, je suis président de l'association Francis Charles. Nous avons une revue qui est le cahier de Francis Charles, et avant cela, nous avions aussi des bulletins qui sont entièrement numérisés par et mon cahier aussi. Maintenant, la grande question, à quel moment rendre gratuit la distribution de telle ou telle chose, 1 an après, 3 ans après la publication, etc. Et je voulais dire autre chose aussi. Il y a aussi une autre ressource, la francophonie internationale. Souvent ignorée en France métropolitaine,
et ça existe. Nous avons des échos, nous, en particulier, nous avons des relations, par exemple, avec des francophones absolument convaincus à Blagoveitchensk en Sibérie orientale, qui sont très actifs au niveau d'une revue de la francophonie. Mais à l'étranger, on parle de la francophonie, notamment au Québec. Mais en France métropolitaine, on ignore souvent cette dimension, cette puissance, ce pouvoir qu'a la France à partir de sa langue et sa littérature qui sont universellement connues, acclamées, je dirais presque plus qu'en France même aujourd'hui. Il y a une chose tout simple, un cordonnier est toujours mal chaussé quelque part. Mais je voudrais rebondir sur l'aspect de la diffusion. Oui. Parce que justement, on a un petit peu discuté entre nous. Diffusion, la plupart des revues sont en tirage limité. Oui. Donc on ne peut pas se dire qu'on peut diffuser dans toutes les librairies de France. On a aussi un coût par rapport aux envois postaux. Et là, vous relatiez, envoyer une revue à l'étranger coûte 0,89 cents. Et en France, 6 euros. Oui, voilà. Donc, quelque part aussi, on a plus de mal de se diffuser quelque part dans l'Hexagone que d'envoyer une revue au Japon, au Pérou, où vous pouvez vous rendre compte que vous avez une école Alain Fournier, par exemple, je ne sais pas moi, en Inde, voilà, et au bout du monde, alors que chez nous, on a du mal de faire notre propre propagande par rapport à notre culture française, à notre littérature française. Alors, et quelque part, on y met aussi d'autres petits moyens, parce qu'on a évoqué par exemple les boîtes à livres. Effectivement, c'est mais pourquoi pas ne pas placer des revues dans les boîtes à livres. C'est des choses de proximité. Et on en est, nous, à des petites mesures où tout d'un coup, le commun des mortels, eh ben, il va aller chercher un petit bouquin au jardin public, il va en trouver un au bout de en bas de son immeuble, et il y aura quelqu'un qui aura dit, bah, tiens, je vais déposer un bouquin que j'ai pas envie de lire, et puis peut-être qu'un autre va lui donner une seconde vie. Donc je dirais que c'est aussi ça qui nous interpelle, parce que nos revues, quelque part, elles ne peuvent pas être en grande diffusion, et dans ce cas, il faut qu'on ait une grande place en librairie aussi. Que dans les vitrines des librairies, on mette un spécial revue, qui est le mois de la revue, par exemple, vraiment, qui est des grands événements nationaux, comme ça. Alors, on a déjà, on va dire, non, mais complètement, là. Mon rêve va jusqu'au... Ça fait avancer de rêver. Mon rêve va aux 15 minutes, par exemple, de poésie tous les soirs à la télévision. Oui, voilà, mon rêve va jusqu'à des poèmes qu'on entend à la radio, vous voyez. Non. Qu'en pensez-vous, madame? Alors, je vais revenir un peu en arrière de la discussion et je suis d'accord avec certaines critiques faites du numérique. Je trouve que ce qui est problématique aujourd'hui, et je vais parler essentiellement de littérature contemporaine, d'auteurs vivants, mais il faut en parler aussi. Il y a plein de choses très belles qui sont faites en littérature contemporaine. Mais ce qui est problématique, je trouve, aujourd'hui, c'est que souvent, les auteurs qui font de la littérature un peu commerciale ont un compte Instagram. Et la production littéraire se double d'une narration via les réseaux sociaux, ce qui entraîne une forme de confusion entre la position de lecteur et la position de spectateur. On peut tout savoir d'un auteur aujourd'hui, on peut le voir dans une story, monter son meuble de salle de bain et dire j'ai réussi, j'ai passé un super week-end, c'est super. C'est quoi une story, excusez-moi? Alors, une story, c'est pas français de comprendre. Une story, c'est une publication éphémère sur un réseau social. C'est une vidéo ou une photo qui va être visible uniquement pendant 24 heures. Après, ça disparaît. Et souvent, ça donne lieu à tout un tas de contenus annexes dont le lecteur, en fait, n'en a pas grand-chose à faire. D'accord, ça c'est un problème. On ne sait plus en fait si on aime l'auteur parce qu'on aime vraiment ce qu'il écrit, ou parce qu'on aime voir la façon dont il se présente dans la vie. D'accord. Maintenant, j'ai l'impression que là, on a abordé le numérique comme étant une frontière très nette avec le papier. C'est pas vrai. Si je peux rassurer certaines inquiétudes, il y a une perméabilité. Il y a une infinité de formats aujourd'hui, le format du blog, le format du Reels, alors ça c'est encore, je pourrais développer ce format de réseaux sociaux, mais de petites vidéos, de contenus vidéo qui sont faites par des gens qui sont des gens vraiment littéraires, qui travaillent avec le papier, qui lisent des livres, et qui présentent sous une forme ou une autre une sélection littéraire, une forme de revue de presse peut-être sur les sorties sur la rentrée littéraire, et qui peuvent amener un public, certes déjà littéraire, jeune, amateur de littérature,
très présents sur les réseaux sociaux, mais ça peut les ramener au papier. Et inversement, il y a une communication entre l'œuvre papier et le numérique. Il ne faut pas voir ça comme deux entités adverses, pas du tout. Le numérique peut tout à fait ramener au papier et ramener un public qui n'irait peut-être pas naturellement dans une librairie, qui n'irait pas dans une bibliothèque. Mais en étant sur son compte Instagram, une fois, voilà, je pense qu'il faut être rassuré aussi là-dessus. Vous ne me rassurez pas du tout. Mais je suis qu'un petit phénomène, si vous voulez. C'est que, bon, en tant que responsable de publication sur Émile Gourmand, je me suis dit, je vais créer une page Facebook de l'association Émile Gourmand où je publie un peu de contenu. Facebook, c'est plus pour les jeunes, désolé. Les Certes, jeunes, je vous parle de ça. C'est peut-être 7-8 ans. Oui, c'est pas si obsolète que ça. C'était il y a trop longtemps. C'est peut-être il y a trop longtemps pour certains d'entre vous. Mais le résultat est que pour chaque publication d'association, il y avait une parution, des photos, du contenu, tout ça. Donc tout ça, évidemment, demande du travail, du suivi, mais j'ai joué le jeu. J'ai eu des likes, des pouces comme ça me fait une belle jambe. Et personne d'autre n'est venu au plus près de l'association, commander une publication, proposer un article, adhérer, proposer une mise en relation avec une autre association, un autre auteur, ou proposer un lieu pour organiser un événement. Rien, nada, petit, voilà. Donc j'ai perdu du temps. Ça m'a amusé 10 secondes. Non, c'est parce que c'est pas bien fait. Et c'est tout à fait possible. C'est un métier à part entière. C'est un métier. J'en suis certain. Et là, on est tous largués. Ça J'en change. suis certain. Mais la question de fond, Voilà. c'est que aussi Gourmand n'intéresse plus grand monde. Il y a aussi cette réalité-là. Et partant de là, il y a tout un pan de la littérature qui tombe très lentement, comme un vieux crépi qui s'effrite. Non, je crois qu'il faut qu'on réfléchisse à la transmission. Je crois que la chose la plus importante, c'est comment on transmet tout ça. Comment on transmet ce patrimoine. Et je crois qu'aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais malheureusement parce qu'il faut quand même être vraiment au niveau, malheureusement, le seul moyen de transmettre tout ça, je pense, il va falloir en passer par le numérique et par les réseaux sociaux. Tant mieux, Et il faut apprendre un nouveau métier, là vraiment. Une nouvelle façon de communiquer. Il y a peut-être une alternative. Il faut être aussi peut-être imaginatif, inventif en termes d'événementiel. Et je pense, bon, on a créé les rencontres Jean Prévost dans le Vercors, là où Evo est mort. Eh bien, bon, c'est vrai que bon, peut-être la formule s'était érodée, mais il y a quand même, et Roland peut en témoigner et d'autres, il y a quand même eu un vrai succès public sur certaines manifestations parce qu'on essayait d'allier une randonnée, la mémoire, la littérature, mais et là aussi, on paye que notre personne. Oui, c'est toute une réflexion. Et Bon. c'est un coût aussi. Pour en revenir sur l'histoire du numérique, vous savez comment on dit selfie en québécois? Égo-portrait. Et voilà, et je pense qu'on est complètement, enfin moi c'est ma position aujourd'hui. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup, on nous fait des petits signes pour Bon, nous indiquer bon, que notre temps est merci. écoulé. Alors merci beaucoup parce que comme on avait 10 minutes de retard, on a réussi à intensifier le débat. Merci beaucoup pour